Bonsoir à tous, c'est une mission lointaine et méconnue d'Église, celle menée pendant 14 ans par les frères de Saint-Jean en Russie, dans le Caucase russe, une région immense où ne subsistent que de toutes petites communautés catholiques. On va en parler dans quelques instants avec notre invité, le frère Laurent Flichy. Mais pour commencer, quelques repères. Les catholiques du Caucase russe se trouvent dans l'un des 4 diocèses catholiques de Russie, le diocèse Saint-Clément à Saratov. Ce territoire qui équivaut à l'Espagne, la France et l'Allemagne réunies se trouve dans le sud-est de la Russie. Il englobe les 7 républiques autonomes de la Fédération de Russie et plusieurs régions. Sa population est d'environ 45 millions d'habitants pour 1,4 million de kilomètres carrés. Côté religion, environ 50% des habitants sont d'origine ethnique russe et de tradition orthodoxe. Les catholiques, eux, sont autour de 20 000. Il y a aussi diverses communautés protestantes. Et puis l'autre moitié environ de la population est composée essentiellement de caucasiens, des peuples qui sont présents sur le territoire depuis les origines et de culture musulmane. Mais il y a aussi des juifs et des bouddhistes. Frère Laurent Flichy, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver le temps de cette émission. Alors quelques mots pour faire un petit peu connaissance avec vous, pour nos téléspectateurs. Vous avez été de 2005 à 2019 en Russie, au service d'une toute petite communauté catholique dans le Caucase russe, précisément dans la République autonome de Kabardino-Balkarie, qui est voisine de la Tchétchénie. Vous étiez dans la ville de Naltchik et vous avez quitté la Russie il y a 2 ans. L'ensemble de la communauté a quitté la Russie. Il n'y a plus de frères de Saint-Jean sur place. Et après une année passée à Rome comme recteur de l'église Saint-Nicolas-Lorrain, vous êtes depuis 1 an maintenant recteur du sanctuaire Notre-Dame de Pellevoisin dans l'Indre. Alors avant de parler de ce que vivent ces catholiques du Caucase, qui pour nous, pour la plupart d'entre nous, sont vraiment très très loin, on ne les connaît pas, on va devoir faire un petit retour quand même sur l'histoire pour comprendre pourquoi cette diversité, cette multitude de populations dans le Caucase russe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ? Brièvement, on peut faire un tout petit retour sur l'Antiquité. Hérodote appelait le Caucase la montagne des langues. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce carrefour entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe reste un carrefour de rencontres linguistiques, culturelles, ethniques. Donc il y a une grande barrière de montagne, mais curieusement très habitée. D'un côté, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, et de l'autre côté, ces petites républiques qui m'ont hébergé, dont j'étais l'hôte. Et cette grande plaine, de ce côté-là, les populations sont souvent semi-nomades. Donc ils sont pour un temps, pour 50 ans, voilà. Ce qui fait aussi, pour beaucoup, il y a peu de vestiges archéologiques. Voilà. Peu de traces de pierre. On va revenir sur une période beaucoup plus récente de l'histoire. Ce sont les 70 ans de communisme subis par ces populations. Dites-nous quelles traces cela a laissé, en fait. Alors, je suis quand même obligé de faire un tout petit retour en arrière. C'est que cette grande plaine était à la merci de l'appétit des grands empires turcs et perses, etc. Et du coup, à un moment, l'Empire russe, n'ayant pas de partenaire étatique avec qui pouvoir tracter, a décidé d'envahir le Caucase russe. Donc c'est une guerre qui a duré 100 ans, qui a laissé quand même beaucoup de traces, puisque certaines populations tcherkesses se sont battues vraiment jusqu'au bout et après sont émigrées en Turquie, en Jordanie, on en trouve aussi en Syrie. Donc après avoir conquis
ce territoire, le gouvernement russe a changé et est devenu bolchevique. Donc, si vous voulez, c'était un deuxième traumatisme que ces populations ont subi. Le premier, c'est d'être envahi par une autre ethnie, avec une autre confession, mais qui leur laissait quand même leur mode de vie, tandis que le bolchevisme a changé leur mode de vie. Vous voyez, ça a été très très difficile pour eux, par exemple, de s'organiser en kolkhoz, parce que ils ont un mode de vie féodal, un peu clanique, et du coup, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le système kolkhozien n'était pas établi dans le Caucase. Voilà. Et c'est pour cela que quand les Allemands sont arrivés, ils ont envoyé des tracts un peu partout. Et on dit aux gens, si vous voulez quitter le régime bolchevique, on va vous aider. Et il y a une désertion en masse. Et c'est pour ça que Staline a déporté au moins 7 de ces populations dans le Kazakhstan. Donc vous voyez, c'est des traces qui sont dans chaque famille. Hein. Dans chaque famille, les Balkars, les Tchétchènes, les Guestanais, les Kalmouks, voilà, toutes ces populations ont connu une déportation massive. Ils sont enfermés dans des trains bestiaux jusqu'au Kazakhstan. Ils sont arrivés en plein hiver. Enfin, pas en hiver, à l'automne. Ils ont eu le temps de creuser des trous pour s'abriter, parce que c'est une steppe. Manger des racines. La moitié sont morts, soit sur le chemin, soit à l'arrivée. Donc on sent ces deux traumatismes. Qu'est-ce que cela... Comment c'est visible aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qu'il en reste de ça? Alors, chaque année, il y a des fêtes pour chacune de ces populations qui font mémoire de ces événements. Pour les Tcherkesses, c'est la mémoire de ce qu'ils appellent un génocide des Tcherkesses, qui n'est pas tout à fait un génocide. Les Balkars aussi, ils fêtent le retour de déportation. Et ça, c'est très inscrit dans le calendrier. Et maintenant, le gouvernement russe le favorise. Hein, c'est-à-dire qu'il y a comme une mémoire, oui, avec tout ce qu'il faut, comme ils savent faire. Voilà. Et alors, on va parler des catholiques aussi précisément, parce que c'est aussi un brassage de populations finalement venues d'ailleurs. Oui. Dites-nous un peu. Alors, l'histoire des catholiques dans le Caucase, elle a commencé avec les comptoirs vénitiens et florentins au XIIIe siècle, XIVe siècle. Vous voyez, Saint Louis avait envoyé des franciscains à Astrakhan pour traiter avec Genghis Khan, pour qu'ils soient alliés avec Rully dans les croisades. Donc les franciscains et les dominicains ont été un peu présents. Et après, il y a eu une période un peu d'extinction avec Tamerlan qui a rayé de la carte toutes ces communautés. Et les communautés catholiques ont repris naissance à la faveur finalement des retours de déportation du Kazakhstan, de Sibérie, après-guerre, voilà. Ou déjà même un peu avant, parce qu'il y avait des Polonais qui étaient venus, qui sont venus s'installer dans le Caucase. Donc des Polonais, des Allemands. Finalement, la plupart des catholiques ne sont pas d'origine russe. Voilà, ils ne sont pas ethniquement russes. Ils n'étaient pas ethniquement russes. Maintenant, il y a beaucoup de mélange. Parce qu'on a créé l'Homo soviéticus. Alors, vous étiez en charge de 3 petites communautés paroissiales, donc dans cette république de Kabardino-Balkarie. C'est un tout petit nombre de fidèles, environ une centaine. Oui. Racontez-nous un petit peu, qui sont ces catholiques? Vous voyez, après la perestroïka, c'est-à-dire le chute du régime soviétique, il y a des prêtres lituaniens ou polonais qui ont parcouru l'ancienne URSS pour repérer les lieux où il y avait encore des petites communautés. Et là où il y avait une espérance de faire renaître une paroisse, eh bien on les a repérés, et puis après on a, avec l'administration apostolique, puis ensuite les diocèses, essayé d'envoyer des prêtres pour recréer des paroisses, redonner les sacrements. Voilà, puisqu'il n'y avait plus de prêtres depuis longtemps. Donc chez nous, c'est ce qui s'est passé. Il y avait des prêtres lituaniens qui venaient sous prétexte de faire des cures thermales
se balader en Kabardie-Balkarie, et puis ils avaient repéré Prokhladny, Nalchik et Blagoveschenka. Voilà. C'est des catholiques qui finalement ont quand même réussi à transmettre la foi. Il n'y avait plus de prêtres, il n'y avait plus de sacrements. Alors, au moment de la perestroïka, en fait, les grands-mères étaient encore jeunes et vigoureuses. Donc, elles donnaient le change. Mais c'était en 90, maintenant ça fait 30 ans. Et elles sont mourantes et en fait, on se rend compte que la chaîne de transmission ne s'est pas beaucoup passée. Pour 2 raisons. La première, c'est que pendant la période soviétique, bien souvent, elles taisaient leur foi, même à leurs enfants, pour éviter qu'on leur prenne la garde de leurs enfants. Et après la perestroïka, les gens ont été occupés à survivre, parce que c'était vraiment un choc économico-social énorme. Nous, de l'Occident, on pensait que c'était beau parce que c'était le recouvrement de la liberté, et c'est vrai, et ils ne le nient pas. Mais en même temps, ça a très peu été accompagné, et du jour au lendemain, les gens ont perdu leur travail. Ils se sont retrouvés propriétaires du petit logement qu'ils habitaient, mais il fallait qu'ils payent l'eau, l'électricité, le gaz. À l'époque, avant ça, c'était payé par l'État. C'est l'État. Ouais. Voilà. Et donc, ils étaient, même ils avaient une âme religieuse, bienveillante à l'égard de la foi, parce que c'était des repères. En même temps, ils n'avaient pas le temps pour ça. Voilà. Donc, quand vous êtes allé à la rencontre de ces catholiques, racontez un petit peu, voilà, comment est-ce que vous avez été à leur côté, comment s'est passée un petit peu cette mise en route? D'abord, nous avons bénéficié d'un saint missionnaire du Sacré-Cœur irlandais, pour qui j'ai beaucoup d'affection, le père Connie, qui avait été très très généreux. Peut-être une générosité un peu compulsive, parce qu'il donnait beaucoup, et les gens étaient habitués à beaucoup recevoir de lui. Donc ça a créé aussi un peu des dépendances. Mais c'était sans doute ce qu'il fallait à ce moment-là, parce que de fait, les gens avaient faim quelquefois. Donc, il y a beaucoup de difficultés économiques. Oui. En plus, nos catholiques sont les héritiers de gens qui ont été déportés. Moi, je me rappelle un vieux monsieur, Dia Victor, ça veut dire l'oncle Victor. Il avait, je ne sais pas, déjà 85 ans par là, dans le village. Quand il me racontait son enfance, en 1937, je crois, ses 2 parents ont été fusillés sous ses yeux par la répression de 1937. Il y avait jugement exécutif immédiatement, dans la rue. Et lui, il a grandi dans un orphelinat. Il m'a dit, toute ma vie, j'ai gardé dans mon dos l'étiquette Vrak Narodov, l'ennemi du peuple. Donc vous imaginez le truc, quoi. C'est très très lourd. Et beaucoup de ces gens-là, ils n'ont pas pu s'insérer socialement ou avoir une petite promotion. Parce que pour avoir une promotion dans le régime soviétique, il fallait être membre du parti, voilà. Et pour faire l'université, il fallait être membre du parti, être komsomol, etc. Et lui, on lui avait même interdit de faire son service militaire pendant la guerre. Pour lui, c'était une honte, quoi. Il a dû être chauffeur scolaire. Il s'est rattrapé comme ça. Donc des populations qui aujourd'hui sont un peu en marge aussi. Alors aujourd'hui, maintenant c'est une nouvelle génération. Donc la génération des jeunes, maintenant c'est la génération du portable. Et même quelquefois ils connaissent plus l'histoire. Donc ils sont marqués par des traumatismes qu'ils ignorent. Donc là aussi il y a un aspect thérapeutique. Pourquoi est-ce que je souffre? Vous voyez? Et justement, face à des souffrances de jeunes, vous avez travaillé avec des chevaux. Racontez-nous, ça peut paraître surprenant vu d'ici, mais les chevaux, c'est important dans cette région du Caucase. Et voilà, comment est-ce que vous avez eu l'idée de travailler avec eux? Alors, comme on a eu l'idée au départ, c'était quand j'ai repris la paroisse, le père Connie avait organisé une petite ferme communautaire. On s'était déjà rendu compte que le cœur de la culture caucasienne, c'est le cheval. Parce que les étendues sont énormes, donc les gens ont toujours voyagé à cheval. Dans les montagnes, il y a des endroits où on ne peut passer qu'à cheval. Et
Et du coup, j'ai fait connaissance par l'intermédiaire d'Internet avec une Française qui connaissait les chevaux cabardes, avec un ami, Ibrahim Yaganov, qui nous a aidés à commencer cette petite activité. Donc on a fait une activité... C'était quoi les bénéfices en fait de ces chevaux pour des jeunes, pour des enfants justement? Voilà. Donc on avait commencé en les emmenant dans les champs où les bergers gardaient les moutons à cheval. Et on s'est rendu compte qu'ils y étaient heureux. Ils trouvaient un peu leur dignité quand on les mettait rien qu'assis sur le cheval, même sans bouger. Tout de suite, on voyait leurs yeux briller. Et alors on s'est dit, il faudrait qu'on continue. Donc on a transformé l'étable en écurie. Et puis on a eu 2 chevaux, 3 chevaux, 4 chevaux, 5 chevaux. Et grâce à des volontaires français aussi, on a pu... avoir une espèce de brassage pour qu'ils puissent découvrir que cette dignité qu'ils retrouvaient perchés sur le cheval, et c'était aussi dans les rapports humains avec des gens qui venaient les visiter, qui leur donnaient du temps. On a eu vraiment des volontaires extraordinaires qui venaient de France pendant 6 mois, 1 an, plusieurs années de suite. Parce qu'il faut préciser que souvent ces environnements familiaux sont assez voilà, vous stables. savez, quand le logement est exigu, que le travail est pas précaire, très vite l'homme se met à boire, puis la femme suit son mari, et puis après ça devient le lit tournant, et la communauté familiale éclate, et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, même des Caucasiens qui sont pourtant très, très, très fermes dans leur tradition familiale, on en trouve qui lâchent, quoi. Ouais. Vous avez construit, ça c'était aussi quelque chose qui était un beau projet, qui a mis plusieurs années, une église. On va en voir des images en torchis. Oui. Ah, parce qu'il n'y avait pas d'église avant ça? Non, il n'y avait pas d'église. D'abord, on a commencé par construire une petite chapelle à Prochladny, dans une petite salle, voilà, qui est devenue une petite chapelle. Et ensuite, nous avions un frère lituanien. Les frères lituaniens sont très artistes, et il nous avait proposé de construire une église en torchis avec une charpente en bois, très très simple. Mais l'architecte de la région nous a dit, nous sommes dans une zone sismique et je vous interdis la charpente en bois. Et il faut que vous fassiez une ceinture en béton et une charpente en métal, comme vous voyez sur les images. D'où le fait qu'il soit en métal, d'accord, voilà. Pour résister. Mais donc on a ramassé les galets, on a creusé les fondations avec un camp de jeunes. Après, on a ramassé des galets dans la rivière d'à côté et on a fait le premier mur pour que le torchis ne soit pas attaqué par la neige. Donc un mur de galets. Et ensuite, on a monté en galets. Mais là, on s'est fait aider par deux habitants du village. Ouais. Ça a mis 8 ans, je crois, pour voir le jour. Donc c'est un lieu, évidemment, j'imagine, important pour les fidèles. Et alors, vous savez, pas seulement pour les fidèles. Vous voyez, le jour de la dédicace de l'Église, notre évêque a voulu la dédicacer, pas seulement la bénir. Mon ami Ibrahim Yaganov est venu. Et à la fin, il m'a demandé de rencontrer l'évêque. Il m'a dit, vous savez, Monseigneur, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la dédicace d'une église pour les catholiques en Kabardino-Balkarie, c'est l'inauguration d'un monument historique pour notre région. Et moi, au nom de tous les Tcherkesses de cette région, je voudrais vous féliciter. Ah, voilà. De beaux moments de rencontre. On va parler aussi des défis qui touchent l'Église sur place. Cette Église qui a simplement quelques milliers de fidèles sur 45 millions d'habitants. Et cette communauté catholique du diocèse de Saint-Clément doit relever des défis importants pour exister dans ce territoire immense. Et le premier défi pour le père Diogenes Urquiza, vicaire général du diocèse, c'est que toute cette petite communauté ne se replie pas sur elle-même et reste ouverte aux autres peuples. On l'écoute. Le défi, c'est de ne pas devenir des ghettos.
d'être ouverte pour les rencontres, de s'aimer la fraternité, de ne pas se fermer. Et puis, un autre défi, c'est de non perdre la dimension de la catholicité, parce que ces communautés sont trop petites et c'est facile de perdre de se sentir part de l'Église universelle. Pour nous, c'est très important les rencontres fraternelles avec d'autres chrétiens de la région, les pèlerinages, les rencontres de la jeunesse, parce que cela leur permet d'entrer en contact avec la grande famille chrétienne. Et puis, je crois que c'est aussi un défi de devenir plus missionnaire, parce que ce n'est pas facile d'être missionnaire quand on est en minorité absolue et face à des cultures anciennes, fermées et pas toujours amicales. Voilà, le père qui parle de ces cultures anciennes, fermées, pas toujours amicales, auxquelles les catholiques font face, à quoi est-ce qu'il fait allusion ? Disons par exemple nos frères polonais, ils sont slaves, donc ils sont cousins des Russes. C'est facile pour eux de comprendre la langue russe, même s'ils le parlent quelquefois avec un accent fort polonais, comme entre un portugais et un espagnol. Mais ils ne sont pas toujours bien reçus parce que les Polonais ont pris la culture latine. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce d'appréhension qui est difficile. Et beaucoup de Polonais se sont russifiés. Ils ont changé leur nom et sur leur passeport, où l'ethnie est marquée, ils se sont mis russes. D'accord. Vous voyez, pour faciliter leur intégration sociale. Et c'est quoi pour vous, frère, le défi pour l'avenir de cette petite communauté, pour qu'elle puisse perdurer aussi ? Alors, je pense que les trois dimensions dont parlait le père Diagonès sont très justes. Ne pas se replier sur soi. Pour cela, il faut suffisamment d'amis et aussi une vie sociale, économique un peu stable. Et ça, c'est très difficile pour les catholiques de Cabargno-Balkarie. Et c'est pour cela que souvent, dès qu'ils ont l'âge de travailler, ils quittent la région. Donc nous avons beaucoup travaillé pour les autres communautés. Voilà, des chrétiens qui peuvent, des catholiques qui bougent ailleurs. Et tout ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est ne pas perdre la catholicité. Ça veut dire aussi aller à la rencontre de l'autre. Et souvent, vous voyez, on peut se replier sur soi-même parce que on ne se sent pas aimé, parce que ceci, parce que cela. Et je me rappelle une fois, j'avais fait la proposition au pasteur Baptiste de venir prier le vendredi saint avec nous. Et nous avions lu la Passion ensemble. Et au moment de la prière universelle où on se met à genoux, il était bouleversé, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit « mais c'est magnifique, il faut que je revienne ». Et ça a pu se faire parce que moi, je suis allé pendant de nombreux mois de suite, le mercredi, prier avec eux. Je me mettais au fond, je priais avec eux. Voilà, je ne faisais pas de sermon. C'est pour créer des liens. Et du coup, ils se sont dit, mais il prie vraiment, ce n'est pas du spectacle. Alors il a eu confiance et on a créé de bons liens. Cette nécessité... Et ça, si vous voulez, nous, on peut avoir ce recul-là et il faut qu'on le transmette à nos fidèles. Et ça, ce n'est pas très facile. Merci beaucoup, frère Laurent Flichy, pour votre témoignage sur les chrétiens du Caucase russe. Et tout de suite, comme chaque semaine, avant de terminer notre édition, place à notre chronique du monde. Aujourd'hui, nous retrouvons depuis la Malaisie Charles Berti, laïc catholique malaisien, qui nous parle depuis Kuala Lumpur. Bonjour,
Juste avant Noël, le 18 décembre 2021, la Malaisie était frappée par de violents vents et de précipitations. Les pluies ont touché 8 départements à travers le pays, provoquant des inondations avec plus de 70 000 déplacés et 54 sont morts. Il y a eu des milliards de ringgit de pertes. La paroisse catholique, le masjid, le gurdwara, le temple et le nombre d'organisations confessionnelles ont ouvert des salles ou lieux de culte pour apporter des secours. Les bénévoles de communautés ecclésiales de Basse ont cuisiné et distribué des repas chauds aux personnes hébergées dans le refuge. Il y a eu un grand élan de solidarité entre les Malaisiens de tous horizons. L'esprit d'aide malaisien était bien visible pendant cette crise lorsque jeunes et vieux de toutes races et religions se sont mis à quatre pour aider, pour donner de leur temps et de leur énergie pendant des jours. Les limites traditionnelles d'appréhension de l'autre ont été surpassées par la compassion, le respect et l'attention que les Malaisiens ont manifesté les uns envers les autres. Ce fut un Noël vraiment différent. La conférence des évêques catholiques de Malaisie et Caritas Malaisie ont lancé une recherche nationale de fonds pour aider les efforts de secours. Ils sont reconnaissants de la générosité de nombreux Malaisiens. Tous les fonds supplémentaires seront reversés aux pays voisins de régions qui sont touchés aussi par les inondations et des catastrophes d'origine humaine. Le changement climatique et son impact sont devenus soudainement une préoccupation réelle et immédiate pour les Malaisiens. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.